Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une critique un peu en avance sur Été 85 que j'ai eu la chance d'aller voir hier en avant-première en présence de François Ozon et de Félix Lefebvre, qui est le jeune acteur que l'on peut voir dans le rôle principal de ce Été 85. Ça raconte l'histoire de Félix Lefebvre qui, en pleine année 1985-84, parce qu'il y a une anecdote par rapport à ça, qui se perd en bateau en pleine mer et qui va se faire sauver par le jeune Benjamin Voisin qui vient là pour le sauver, et d'un seul coup une relation va s'installer entre les deux, une relation assez particulière, une relation orientée amitié plus. Sauf que il va arriver un drame, Benjamin Voisin va mourir et Félix Lefebvre va se faire directement accuser comme le principal fautif, etc. etc. C'est toi la question. Mais quoi, moi quoi? Mais toi, tu m'ennuies, toi. Qu'est-ce qui se passe? Disparais ou j'appelle la police. Disparais. Et pour toi, ce qui est important, c'est pas ce qu'on fait ensemble. C'est moi que tu veux. Ça, c'est pas possible, Alex. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Beaucoup vont considérer ce synopsis comme un spoil, à savoir que le spoil est directement dit dès la scène d'introduction, donc dans ce cas-là, il n'y a pas franchement de spoil. C'est un film qui est intentionnellement déceptif, c'est-à-dire que vous avez posé des attentes sur Été 85, tout comme j'en ai posé également. Et François Ozon va vous répondre directement avec sa scène d'intro en mode vos attentes, je vous les carre dans le cul et vous aurez ce que je veux vous proposer. Et donc du coup, si vous en attendez beaucoup, vous allez avoir quelque chose de normal, lambda. Et c'est totalement normal, c'est totalement justifié, c'est le film qui veut ça et c'est plutôt très intelligent en fait de la manière dont c'est fait. Donc ça veut dire que même si vous attendez des choses et que vous êtes déçus, vous allez trouver que la façon dont l'histoire est amenée, dans la façon dont c'est décrit, va vous plaire quand même, et vous allez trouver ça quand même un petit peu intelligent. Légèrement, parce que le scénario a des très gros problèmes. Est-ce que je commence par les points positifs ou les points négatifs, sachant que pour une fois j'ai fait des notes, donc j'ai écrit des notes. D'ailleurs, je vais instaurer les systèmes de notes par étoile, par 5 dans les vidéos, parce que j'estime que ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez ça intéressant, la note sera évidemment à la fin. Mais n'hésitez pas à me dire si c'est intéressant, si je continue comme ça dans les critiques, ou si je la garde que pour celle-là, et si c'est une mauvaise idée. Mais je trouve que c'est intéressant, parce que des fois je dis que le film est bien, mais c'est pour moi un 6 sur 5, tu vois, alors que... Enfin, c'est un 6 sur 10. C'est pour essayer de contrebalancer avec mes propos. Parce qu'il y a le subjectif et l'objectif évidemment. Je vais commencer par les points négatifs, comme ça on va s'en débarrasser vite et je vais pouvoir après vous encourager plus à aller voir le film parce que c'est un film à aller regarder, c'est pas parce qu'il y a des points négatifs que forcément c'est nul. Donc on va terminer par le positif. Dans les points négatifs j'en ai retrouvé vraiment deux qui m'ont vraiment déplu pendant tout le film. Enfin pendant tout le film, ça dépend. Parce qu'il y a le troisième acte du film que je trouve hyper lent à s'installer. Il dure une petite trentaine de minutes et vraiment les 20 premières minutes sont vraiment très chiantes, c'est petite intrigue sur petite intrigue. Alors les scènes en elles-mêmes sont plutôt intéressantes dans leurs propos, c'est juste que ça a du mal à s'installer, on a vraiment envie de se connaître la fin de l'histoire dans les 20 premières minutes du troisième acte, qui rallonge un petit peu trop l'histoire à mon goût, donc ça perd en rythme, il y a un petit problème de rythme de 15-20 minutes qui... Dans ce problème de rythme, je dis pas que ils sont inutiles, c'est juste que je pense qu'on aurait pu les raccourcir parce que ce qu'on voit est intéressant, ce qu'on développe est intéressant, mais ce qu'on montre et ce que le temps que ça prend en fait, ça coupe le rythme et on se désintéresse un petit peu trop de la fin de l'histoire, j'ai l'impression. Et également il y a Philippine Velge dans le casting. Qui joue, alors je sais pas, par contre je me suis pas renseigné, je suis désolé, je vais regarder vite fait. Et je n'arrive pas à voir si elle est anglophone ou si elle est française et qu'elle joue une anglophone, parce que elle joue une anglaise qui s'est installée dans la région pendant quelques années pour essayer d'apprendre le français, etc. Est-ce que l'actrice est vraiment anglaise et anglophone en tout cas et essaye de parler français avec l'accent anglais, ou est-ce que c'est une française qui parle français avec l'accent anglais? Je pense plus pour la deuxième solution parce qu'elle joue hyper mal. On n'y croit pas du tout, l'accent est surdéveloppé, surjoué.
On a également toutes ces lignes de dialogue qui sont assez incohérentes avec ce qu'elle dit. En fait, les gens vont lui parler vraiment comme si elle comprenait tout en français, en utilisant des fois des mots hyper compliqués. Et elle va répondre comme si elle connaissait le mot, alors que ça fait quelques mois qu'elle s'est installée en France, et même quelques jours, j'ai l'impression. Donc vraiment, le personnage en tant que tel est intéressant dans l'histoire et dans l'intrigue, mais dans le reste du truc, c'est... l'actrice joue très mal. L'actrice est vraiment mauvaise. On n'y croit pas trop à ses répliques. Ce qui cause vraiment un petit souci, parce que quand à côté on a... et on va arriver sur les points un peu moyens. C'est-à-dire que qui m'ont pas forcément plu, mais qui sans eux, il n'y aurait pas d'histoire en fait. Il y a Félix Lefebvre, qui est dans son premier rôle et en plus rôle principal dans le film, et qui est très bancal dans son jeu, c'est-à-dire que quand il va se retrouver à côté d'un Benjamin Voisin ou Melville Poupeau ou Isabelle Nanty, va savoir jouer hyper juste, il va être vraiment impressionnant, mais quand il va se retrouver à côté de par exemple Philippine Belge, ou d'autres personnages secondaires qui savent pas très bien jouer, il va pas réussir à remonter la scène, il va pas réussir à dévoiler son jeu, il va vraiment devenir un peu plus mauvais. Donc ça crée une sorte de désaccord, une sorte de déséquilibre dans son jeu qui est pas si gênant en tant que tel, mais c'est vrai que on le capte facilement. Il n'arrive pas vraiment à trouver un juste milieu dans son jeu qui permettrait au film d'être un peu plus crédible. Également l'écriture elle est forcée, que ce soit avec l'anglaise ou même la relation entre Félix Lefebvre et Benjamin Voisin, qui est plus écrit comme une relation hyper cancer, qui est plus écrit comme une relation forcée, un peu syndrome de Stockholm, je peux rien dire, harcèlement, etc. Alors que c'est plus sincère qu'autre chose, hein, tu t'en rends compte au fur et à mesure du film, mais c'est vrai que les premières minutes où la relation s'installe entre les deux, t'as plus l'impression que c'est malsain plus qu'autre chose. Parce que c'est très descriptif dans l'écriture même des personnages, mais aussi dans l'écriture des dialogues. On a l'impression vraiment que y en a un qui veut et il y en a un qui veut pas. Donc c'est très compliqué. Voilà les points un peu moyens. Par contre, au niveau des points positifs, alors déjà, je vais le crier haut et fort, mais Benjamin Voisin, mais ce mec, c'est l'avenir même du cinéma français. Il a enchaîné cette année... la dernière vie de Simon, et là, été 85, déjà dans la dernière vie de Simon, il était formidable. Mais là, dans ce été 85, alors là où tous les acteurs sont bons, voire des fois très mauvais, lui, il est au-dessus, il dépasse tout. Il est formidable, chaque réplique est juste, et crédible, réaliste. Il arrive même à prendre une réplique qui de base est très mal écrite, pour la retourner et essayer de bien la jouer, et il la joue bien ce con, il la joue bien, ses jeux de regard, ses manières, sa gestuelle, il est parfait. Benjamin Voisin, sincèrement, si tu tombes sur cette vidéo, vous êtes génial. Ce mec, je veux le voir partout, il est tellement excellent, quelle gueule, quel charisme. Et également dans le film, on a Melville Poupeau qui joue un professeur qu'on voit très peu dans le film, mais qui, à chaque fois qu'il est là, remonte le jeu de chaque acteur qui l'entoure. Parce que Melville Poupeau, bah voilà, c'est pareil, excellent acteur français. Donc les deux là sont vraiment, en termes d'acting, ce qui s'est fait de mieux dans ce film. Et Benjamin Voisin surpasse tout le monde, hein. Il est franchement excellent. Rien que pour lui, le film vaut le coup d'être vu en salle, parce que, bordel, chaque scène où il est là, où il parle, ou même juste il apparaît, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Pareil, j'en ai parlé au début, mais le film joue beaucoup avec la notion du spoil, en te spoilant le film dès le début, en te spoilant un peu la fin, et en te spoilant en partie la fin, et il va te spoiler vraiment la fin au bout de 30 minutes. Parce qu'il y a une voix off racontée par Félix Lefebvre, le personnage de Félix Lefebvre pendant tout le film, qui va directement te parler à toi, spectateur, et même, il y a un regard caméra, juste avant l'arrivée du titre et du générique, qui fait penser un peu au film avec Jim Carrey, où il joue le comédien, je sais plus... film de Milos Forman, je vous mettrai l'affiche quelque part, j'ai totalement oublié le nom, je suis désolé, mais ça me fait penser aussi à une scène avec Jim Carrey qui parle directement au spectateur au cinéma dans ce film-là. Là, il y a à peu près la même chose au tout début du film où il va te raconter et te faire un mini speech de l'histoire que tu risques de voir et te dire si ça t'intéresse pas, t'as qu'à quitter la salle. Parfait, j'ai trouvé cette introduction vraiment parfaite. On a un plan au niveau de la mise en scène, dans un cinéma, un cinéma sur 2 étages, c'était un cinéma de théâtre, un peu dans une salle de théâtre, un cinéma à 2 étages où la grue va commencer à filmer le bas,
où on va voir les personnages tout en haut et d'un seul coup va monter et faire un travelling avant sur les deux personnages qui regardent un film, et en montrant leur relation un très long plan. Il est parfait, il est fantastique, c'est le genre de plan que tu vas retrouver dans 2-3 ans en GIF HD, quand les gens vont parler de qu'est-ce qu'il faut avoir au cinéma et qu'ils vont tout chercher un truc pour représenter le cinéma en GIF, ou même dans les vidéos YouTube. C'est le genre de plan qu'on va retrouver facilement, et la scène de boîte de nuit. Déjà quand j'avais vu la bande-annonce, on voit en 2-3 secondes un plan de la boîte de nuit où ils sont en train de danser. Déjà on voit que esthétiquement c'est fantastique, ça va jouer entre les lumières multicolores et le stromboscope de façon très intelligente. C'est très très beau, c'est très très bien filmé, la photographie même dans tout le film est fantastique, mais dans cette scène de boîte de nuit, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez mon attachement pour les scènes de boîte de nuit. Je trouve que c'est les scènes que j'aime le plus dans le cinéma, parce que ça exprime peu de choses, tout comme l'image peut en même temps te transporter et t'envoyer autre part avec la BO, etc. C'est souvent des scènes qui, moi, me touchent particulièrement, parce que je trouve que esthétiquement, la boîte de nuit, c'est quelque chose qui tape à l'œil. C'est comme les parcs d'attraction un peu, hein. C'est pour ça que j'ai beaucoup, dans Jumbo, j'ai beaucoup aimé l'esthétique même du fantastique et des lumières et des néons, parce que je trouve que vraiment c'est une esthétique qui me plaît beaucoup. Mais là, la scène de boîte de nuit, que ce soit au niveau de l'éclairage, de la photographie ou même la mise en scène, c'est fantastique. Il y a un moment, il y a un personnage qui va danser, qui va avoir une musique un peu plus triste et un peu plus lente dans les oreilles, tandis que l'autre va écouter la musique de la boîte de nuit. Et cette scène-là, où le personnage est en plus en train de dandiner tranquillement sur sa musique un peu rock des années 80, alors que l'autre il est plus sur de la musique pop, etc. Je trouve que en termes de symbolique, c'est pas très subtil, mais le fait que ce soit dans la boîte de nuit où les éclairages changent et varient selon le rythme de la musique, c'est fantastique. Cette scène de boîte de nuit est très très bonne, avec toujours un Benjamin Voisin absolument fabuleux. Et même, on a un jeu avec la musique pendant toute cette scène de boîte de nuit, où d'un seul coup, on va mettre une musique, il me semble que c'est Boney M, un rythme à la Boney M, et d'un seul coup, il va mettre un casque et la musique va changer, et on va avoir une transition qui est très très bien gérée. De toute façon, la bande originale du film est fantastique. On va souvent retrouver les mêmes musiques, mais quand ils vont apparaître, ils vont avoir un sens particulier avec la scène, ou justement changer le sens de la dernière utilisation. Donc toujours une très très bonne maîtrise de la musique, de la photographie, de l'éclairage dans à peu près tout le film, mais vraiment là où ça brille le plus, ou les trois plutôt, c'est la scène de boîte de nuit, où franchement je la trouve vraiment parfaite. On a une référence aussi au clip de Queen, où ils sont toute l'équipe de Queen est travestie dans une maison en train de passer l'aspirateur. On a une référence dedans, et j'ai trouvé que la référence était très subtile mais en même temps très bien gérée. Je vais pas vous en dire grand chose, mais juste pensez à aspirateur et décor vraiment pas que tape à l'œil en fait, on n'y pense pas directement, mais décor, travesti et plan de la maison. C'est une très belle référence à Queen, j'ai beaucoup aimé. Ça dure pas très longtemps, mais en tout cas pour le propos, que ce soit pour l'homosexualité, le sida ou même l'esprit travesti, ça passe tellement bien. C'est le genre de référence subtile que j'aime beaucoup dans les films et que j'aime beaucoup déceler et essayer de voir, donc franchement bien joué. Également, ce que j'ai beaucoup aimé au film, c'est que François Ozon est connu pour faire des drames français, sauf que lui c'est un des seuls mecs qui fait des drames français pas chiants, et là en fait il a fait un drame français mêlé au feel good pour ados, ou alors un feel good pour quarantenaire nostalgique. Et du coup on a ce mélange entre drame français et feel good qui marche vraiment bien dans la première partie du film. D'un seul coup ça part en drame français, enquête policière, ou plus film relationnel, initiatique, etc. Donc à chaque fois il arrive à mélanger le drame français avec un autre genre qui se rapproche plus de la comédie ou alors de l'enquête policière, et à chaque fois ça marche terriblement bien. Donc on a toujours un peu les clichés du drame français, hein. Le sanglot, les scènes d'énervement. D'ailleurs une scène d'énervement entre Félix Lefebvre et Benjamin Voisin, les deux sont parfaits dans cette scène. On voit qu'il y a une alchimie entre les deux, qui quand ils apparaissent à deux et rien qu'à deux dans une scène, les deux fonctionnent parfaitement et jouent au cordeau. Donc ouais, Été 85, c'est un film qui risque de vous décevoir si vous avez des attentes. Si vous n'en avez pas, vous avez plutôt apprécié, je pense. Il y a quelques défauts qui ne font pas non plus un très bon film, mais c'est un film qui, en même temps, t'as envie de faire la fête, et en même temps, ça t'envoie vers une décennie, une année qui soit va être nostalgique pour toi, ou soit va te donner envie de vivre dans cette époque-là, bien que ça soit un petit peu plus sublimé
qu'à l'habitude. C'est un film que je vous recommande d'aller voir, c'est quelque chose d'assez sympathique, ça dure pas très longtemps, il y a une petite faute de rythme vers la fin, mais en somme, elle passe bien, dans l'ensemble du film elle passe bien, ça peut arriver, c'est pas grave. Très bons acteurs, Isabelle Nanty est fantastique. L'acteur qui joue aussi le père de Félix Lefebvre est également très juste, en tout cas. Il joue très bien le rôle du père qui essaye de faire pour son fils, mais que finalement il déçoit quand même. Des belles références, dans l'ensemble des bons acteurs, une révélation totale. Benjamin Voisin qui encore maintenant, après La dernière vie de Simon, arrive encore à m'étonner, donc c'est fantastique. Et une mise en scène au cordeau comme François Ozon sait bien le faire. N'hésitez pas à aller voir Été 85, pour moi ça va être un très beau 3,5 sur 5. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles critiques. Le prochain film que je vais aller voir, ça va être sans doute Tout simplement Noir, donc je pense qu'on va se retrouver pour parler de ce film-là. Allez, sur ce, moi je retourne à la mer, je retourne aller me balader sur mon bateau Calypso, et on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles chroniques. Ciao tout le monde, peace.